C'est un plaisir renouvelé que je m'adresse encore une fois aujourd'hui devant vous pour vous souhaiter la bienvenue à la 5e édition des Senegalese Business Awards. Mais avant tout ça, à l'entame de mes propos, permettez-moi de remercier et de rendre un vibrant hommage à Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, qui, grâce à sa politique dynamique et incitative pour le développement de l'entrepreneuriat, son orientation vers la coopération sud-sud et sa confiance totale pour l'avenir de l'Afrique, nous a permis de pouvoir nous réunir aujourd'hui afin de célébrer les exemples de réussite. Nous souhaitons aussi au peuple marocain doublement bonne fête. Premièrement, bonne fête pour la marche verte, célébrée le 6 novembre dernier, qui d'ailleurs devrait nous inspirer à aller vers des souverainetés sur tous les plans. Nous souhaitons aussi au peuple marocain une bonne fête d'indépendance, qui sera commémorée ce 18 novembre, marquant le 69e anniversaire de l'indépendance du Maroc. Mesdames et messieurs, honorables invités, le Maroc et le Sénégal célèbrent aussi le 60e anniversaire de la Convention d'établissement, unique en son genre, liant nos deux pays. Il s'agit là d'une relation fraternelle, exemplaire, chantée par toutes les nations. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement l'excellence des entrepreneurs sénégalais, mais aussi les relations séculaires, fraternelles et exemplaires qui lient nos nations. Le thème de cette année est un phénomène majeur que nous remarquons dans le développement économique du continent. En effet, il s'agit là de l'entrepreneuriat féminin. L'entrepreneuriat féminin combiné avec la transformation digitale. Nous discuterons à travers les panels de leur rôle fondamental dans le développement économique du continent. Il convient de noter que l'Afrique, en tant que terre d'opportunités et de défis, est aujourd'hui au cœur d'une révolution numérique qui transforme en profondeur tous les secteurs de notre économie. La digitalisation offre des solutions innovantes et des opportunités infinies pour les entrepreneurs et plus particulièrement pour les femmes entrepreneurs qui en sont les pionnières ici en Afrique. De plus en plus de femmes, qu'elles soient au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Éthiopie ou ailleurs sur le continent, s'impliquent dans la création et la gestion d'entreprises. Elles ne cessent de prouver que l'innovation digitale est un levier de croissance indéniable. Ce phénomène, bien qu'encourageant, ne se fait pas sans défi. Trop souvent, l'accès au financement, la formation technique et les préjugés sociaux peuvent constituer des barrières à l'émergence de l'entrepreneuriat féminin. Pourtant, chaque jour, des femmes courageuses se battent pour surmonter ces obstacles et s'imposer comme des leaders dans leur domaine. Mesdames et messieurs, je vous prierai de faire un tonnerre d'applaudissements pour ces femmes entrepreneurs battantes. En effet, elles créent des entreprises qui non seulement génèrent des emplois, mais qui changent aussi les mentalités et transforment les modèles économiques. Les Senegalese Business Awards ont toujours eu à cœur de mettre en lumière ces histoires de réussite. Aujourd'hui, nous célébrons donc l'entrepreneuriat féminin qui façonne l'avenir de l'Afrique. Que ce soit dans l'agriculture, la santé, l'éducation ou les technologies, les femmes entrepreneurs africaines prennent de l'ampleur et sont aujourd'hui des figures incontournables dans la course à l'innovation. Elles utilisent les outils numériques pour atteindre de nouveaux marchés, pour partager leurs défis et leurs produits à une échelle mondiale, et surtout pour donner de la visibilité à des problématiques essentielles telles que l'inclusion, la parité et l'égalité des chances. Il convient de noter aussi que la transformation digitale doit permettre à ces femmes
de contourner les contraintes traditionnelles liées à l'accès au marché, à l'information et au réseau, car désormais, elles sont à l'avant-garde des innovations, elles façonnent non seulement leur secteur d'activité, mais aussi la société toute entière. Ces femmes entrepreneurs sont en train de redéfinir le paysage de l'Afrique de demain, en prouvant qu'avec les bons outils et les bonnes idées, il est possible de renverser les structures établies et d'amener un changement profond. Mais, comme je l'ai dit plus tôt, la route est encore semée d'embûches. Pour soutenir cette dynamique, il est essentiel que nous continuions à favoriser un environnement propice de l'innovation et de l'entrepreneuriat féminin. Cela passe par une meilleure accessibilité au financement, la mise en place de formations adaptées aux besoins du numérique, mais aussi par des politiques publiques qui renforcent l'autonomie économique des femmes et garantissent l'égalité des chances. C'est pourquoi aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement les réussites des entrepreneurs, mais nous devons aussi prendre conscience du rôle crucial que chacun de nous a à jouer pour soutenir ce mouvement. Les entrepreneurs, les investisseurs, les institutions, mais aussi chaque citoyen doivent s'engager à construire un écosystème entrepreneurial plus inclusif et plus résilient. Je vous invite à profiter pleinement de cette journée de célébration et de partage, ainsi que d'inspiration. Que ces Senegalese Business Awards soient un tremplin pour l'essor de l'entrepreneuriat féminin en Afrique, un catalyseur pour l'innovation digitale et un témoignage de notre capacité collective à transformer notre continent pour les générations futures. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente célébration de l'entrepreneuriat féminin. Merci beaucoup, Monsieur Sarr. Donc, moi, je commencerai par dire que la ZLECAf, en fait, l'idée de la ZLECAf a été approuvée en janvier 2012. Donc, la décision a été prise par l'Union africaine, donc lors de la 18e session en Éthiopie, à Addis Ababa, donc de procéder à la création d'une zone de libre-échange continentale. C'est ce qu'on appelait à l'époque la ZLEC. Et bien sûr, l'objectif était de stimuler le commerce interafricain. En janvier 2015, l'Union africaine a lancé sa vision, elle a lancé son plan stratégique pour l'Afrique, donc pour les 50 années à venir de l'Union, et c'est ce qu'on appelle l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons. Donc ce plan stratégique qui a été mis en place en 2015 avait pour objet phare donc la mise en place d'une zone de libre-échange continentale. Donc bien entendu, l'agenda 2063 a été décliné par la suite par l'Union africaine. Et donc à l'occasion de la 25e session ordinaire de l'Union africaine, ont été lancées des négociations en vue de la mise en place de cette zone de libre-échange. Donc en janvier 2018, le nom de la zone de libre-échange continentale africaine a été adopté, et comme on le sait tous, en janvier 2018, donc le nom, le 21 mars 2018 a été adopté l'accord qui a établi la zone de libre-échange continentale africaine. Je vais me permettre de remonter un petit peu en arrière pour dire que cette idée d'unité africaine, donc cette idée d'une Afrique unique, qui constitue une seule zone de libre-échange, donc une seule zone commerciale qui offre tout le potentiel et toutes les opportunités. Elle n'est pas nouvelle, donc elle ne date pas de 2012. Donc on va remonter à 1963, donc avant l'Union africaine, où il y avait l'organisation de l'unité africaine. Donc, et ça a toujours été le moteur des leaders, j'allais dire, et des chefs d'État et de gouvernement africains. Donc ils ont toujours eu cette ambition de vouloir remettre en place une zone de libre-échange, donc pour stimuler, donc profiter davantage
d'une Afrique unie, d'un commerce interafricain, et bien entendu en tirer tous les avantages et les bénéfices, notamment décloiser certaines régions et constituer par la même occasion, et je pense que c'est un objectif majeur, constituer une force, donc un vecteur de croissance qui va pouvoir avoir sa position mondiale. Donc, bien sûr, l'Organisation de l'Unité africaine a été dissoute en 2002 et c'est l'Union africaine qui a repris le relais. Et donc, pour revenir à la mise en place de l'accord qui porte la création de la zone de libre-échange, il avait été adopté en mars 2018, donc où il a été signé par 24 pays, mais se posait par la suite la question de la ratification. Donc je pense que le processus a pris du temps, donc comme un bon accord qui est formé, donc ça prend du temps pour harmoniser. Donc je pense que là on peut s'intéresser un peu à M. Fall aux enjeux, donc aux enjeux de ces accords, donc notamment sur le commerce intra-africain. Est-ce qu'il y a des enjeux qu'on peut souligner aujourd'hui, donc qui pourraient justifier l'accélération de la mise en place de ces accords? Alors, merci Omar pour cette question. Alors moi, j'ai identifié deux dimensions pour répondre à cette question. La première dimension, elle est plutôt macroéconomique. Et sur ce volet-là, il y a aussi un aspect politique que vient d'aborder ma co-intervenante par rapport au volet juridique. C'est d'abord l'aspect de la volonté de ratification. Aujourd'hui, on est à 27 pays ratifiants, 28 qui restent encore, qui ont signé 48 sur le total. Donc on est quand même une dynamique qui progresse, mais qui gagnerait à aller plus vite. Juste pour confirmer cette volonté politique. Et si je reviens dans la lignée, dans la continuité de ma réflexion par rapport au volet macroéconomique, c'est d'abord un enjeu de scaling, ce qu'on dit en anglais. C'est un enjeu d'envergure, de taille de marché. Aujourd'hui, on est à 1,3 milliard de population, qui dit population du consommateur potentiel. C'est quand même, il faut le dire, c'est quand même 2 fois, quasiment 3 fois l'Union européenne, qui aujourd'hui a 400 millions de population et de consommateurs, potentiels, ce qui vous donne une idée sur la portée stratégique de ce marché. Et en 2050, on fera le double. On passera à 2,5 milliards de personnes, enfin, en tout cas de population. Il y a cet enjeu d'envergure, de taille de marché, qui a été pendant longtemps un frein énorme en termes de développement des activités dans nos pays, parce qu'on réussissait à avoir en tout cas pour les pays qui ont réussi à le mettre en place, on réussissait à avoir des champions nationaux, mais ils n'arrivaient pas à sortir de leurs frontières naturelles. Donc ça, cette projection-là est essentielle. L'autre enjeu que j'aimerais peut-être identifier, c'est justement cette capacité à commercer entre nous. Tu l'as dit tout à l'heure dans ton introduction, 13% de commerce intra-africain, entre 13 et 15%, c'est extrêmement faible, quand on sait qu'aujourd'hui, la majorité des blocs économiques ont dépassé la moitié de leurs transactions qui se font entre elles. On est entre 50 et 60 entre l'Union européenne et l'Asie. Donc il y a cet enjeu de commercer entre nous, de mieux commercer entre nous. Et l'autre enjeu essentiel, c'est aussi de pouvoir arrêter de perdre de l'argent dans ce commerce-là qu'on fait déjà. Ben, figurez-vous qu'aujourd'hui, on a une quarantaine de monnaies en circulation sur le continent. Quand un commerçant veut se projeter sur le continent, ou en tout cas, quand les exportateurs veulent exporter du Sénégal, je prends un exemple, la Tanzanie, les chiffres ont montré aujourd'hui que les commerçants africains perdent environ 5 milliards de dollars par année en coût de conversion. 5 milliards de dollars par année. Imaginez ce que ça peut faire en termes de gains pour ces commerçants. Qui dit gain dit productivité, qui dit productivité dit réinvestissement dans la création d'emplois, dans la croissance des entreprises. Et imaginez ce que ça fait aussi en termes de pertes pour les États, en termes de rentrée fiscale et d'autres gains
macro. Donc il y a cet aspect qui est extrêmement important. Alors, Monsieur Dieye, vous qui êtes le président de l'ARCEREM, vous êtes au fait de tous les problèmes des Sénégalais. Quelles sont aujourd'hui les réelles problématiques sur lesquelles la Convention devrait se pencher? Quelles sont les problématiques que la Convention n'a pas prévues? Parce qu'il faut le dire, à l'époque, quand on a mis en place cette Convention, c'était plus pour régler la libre circulation des personnes et des biens. Aujourd'hui, nous avons d'autres réalités. À l'époque, c'était pour l'économie, le commerce. Maintenant, les Sénégalais, ils sont là, ils travaillent au Maroc et ils ont des problématiques qui traînent depuis des années. Selon vous, quels sont les éléments que la Convention devrait prendre plus Alors, merci de le rappeler, Tabara. Je pense qu'il y a quelques années, il y avait des commerçants pour qui quasiment la convention d'établissement était signée en partie, bien sûr, parce que si vous vous rappelez, au niveau des échanges commerciaux, il y a ce qu'on appelait dans le temps la liste S et la liste M. Des produits S, c'est-à-dire originaires du Sénégal, admis au Maroc en exonération de droits de douane, et inversement. Aujourd'hui, le monde évolue, la nature des migrants aussi évolue. On n'est plus à ce stade où on avait des commerçants qui passaient et achetaient et rentraient dans leur pays. On a de plus en plus de compatriotes qui s'implantent. Et les difficultés sont de plusieurs ordres. Celui que je cite très, très souvent, c'est la difficulté d'application des droits sociaux. Si vous prenez par exemple, pour ce qui est de la carte de séjour dans le temps, les Sénégalais qui arrivaient avant les 3 mois de séjour pouvaient s'immatriculer plutôt au niveau de la CNSS à partir de leur passeport. Depuis 2-3 ans, ce n'est plus possible. Les gens ont du mal à avoir une carte de CNSS, ont du mal à être déclarés. Et ce qui fait que la communauté est de plus en plus dans le noir. Elle travaille dans le noir. Elle a des soucis pour disposer d'un titre de séjour. Donc, sur ces aspects-là, et parmi tant d'autres, au niveau de, peut-être qu'on abordera un peu plus tard, de la justice, de l'incarcération, transfert des prisonniers, c'est des aspects aussi qu'on doit revoir et les actualiser et les mettre au diapason aujourd'hui par rapport surtout à la qualité des migrants qui sont là. Parce que la catégorie socio-professionnelle, comme j'ai dit, aujourd'hui, c'est élargi. Il y en a de toutes sortes. Il y a ce qu'on appelle les NIT, ceux qui ne sont pas diplômés et qui n'ont pas d'emploi, qui sont de plus en plus là et constituent une très, très grosse partie. Et ces gens-là, on doit les encadrer dès l'instant qu'ils sont là. Donc, c'est au niveau vraiment du social qu'on doit faire évoluer cette convention parce qu'aujourd'hui, la demande, elle est là, elle est réelle. Tout à fait. Voilà. Alors, effectivement, la réalité administrative, aujourd'hui, elle devient complexe et il faut qu'on en parle. Et pourtant, la Convention l'a prévu, donc normalement, on ne devrait pas avoir de sujet là-dessus. Mais bon, comme vous l'avez dit, nos deux États vont se poser pour voir où se situe réellement le problème. Parce que normalement, qu'il soit un Sénégalais ou bien un Marocain, aucun des deux ne devrait rencontrer de problématiques par rapport au sujet administratif. Parce que j'ai fait une petite recherche avant de faire ce panel-là et je me suis rendu compte que les Marocains rencontrent les mêmes difficultés au Sénégal. Côté administratif, côté carte de séjour, ça prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup d'éléments qui sont demandés pour que ça soit fait. L'autre aspect que vous avez cité tout à l'heure, qui est le transfert des prisonniers, n'a pas été prévu dans cette convention. Donc effectivement, quand on parle d'actualisation, je pense que c'est un sujet important à prendre en compte. Alors, Monsieur Faye, je vais vous parler un peu des professions libérales. Ça, c'est un sujet très sensible, aussi bien au Sénégal qu'au Maroc, parce que dans la Convention, on dit clairement que les Sénégalais, aussi bien les Sénégalais que les Marocains, ils ont la possibilité d'exercer les professions libérales, mais on se rend compte que, en fait, ça a été alourdi. Par exemple, au Maroc, je vous donne un exemple qui est très simple. Les Sénégalais, ils peuvent intégrer le barreau. Ils ont la possibilité de le faire, sauf que les jugements sont rendus en arabe et donc il y a ce frein-là. Et pour les Sénégalais, les Marocains qui veulent
exercer les professions libérales au Sénégal, on leur demande une conversion des diplômes. C'est tellement faramineux, c'est tellement compliqué qu'à la base, ils abandonnent. Donc, selon vous, quelles sont les mesures qu'on pourrait mettre en place pour faciliter cela, vous qui êtes expert en relations internationales? Alors, déjà, vous avez touché deux points qui sont en tout cas très importants sur ce qui porte au niveau des professions voilà, dans le domaine libéral. Déjà, oui, pour les juristes, il y a un souci. D'ailleurs, même souvent, on en discute avec les étudiants qui viennent pour se former au Maroc en droit, en sciences juridiques. Je leur pose la question souvent, mais d'accord, vous allez avoir votre diplôme, oui, mais ceux qui souhaitent approfondir pour après accéder, bien sûr, au niveau du barreau par concours, qu'est-ce que vous allez faire? Comment allez-vous exercer du moment où l'applicabilité de ce que vous avez appris doit se faire dans une autre langue qui n'est pas, alors bien sûr, la vôtre, donc c'est-à-dire tout à fait en arabe. Et ce qui pose là, justement, un problème. Donc, en premier lieu, oui, nous permettons les étudiants de venir étudier, bien sûr, le droit, mais après, il y a, bien sûr, alors un blocage qui se fait sur l'applicabilité de ce qu'ils ont appris s'ils accèdent, bien sûr, au niveau du barreau. Et donc, ça, c'est un problème. Maintenant, s'il doit avoir des mesures dans ce sens, serait-ce, bien sûr, prendre ces étudiants-là, dès la base de leur première année, les donner des cours en arabe, c'est-à-dire ils apprennent la langue arabe et en même temps, voilà, faire leurs cours de droit juridique, alors de sciences juridiques. Alors que les cours qu'ils prennent à la faculté en sciences juridiques, pour les étudiants étrangers, c'est en français. C'est déployé en français. Comme on le dit, droit en français. Parce que si vous allez au niveau des facultés, bien sûr, au niveau de la faculté de sciences juridiques, vous avez deux distinctions. Le droit vous arabe avez et le droit droit français. en arabe et le droit en français. Tout à fait. Donc, maintenant, ne serait-ce pas, si je puisse dire ainsi, des barrières à l'entrée, c'est-à-dire, oui, vous venez étudier, mais vous faites votre cursus juridique en français, mais vous saurez qu'en fin de compte, vous n'aurez pas, bien sûr, accès au niveau des barreaux pour pouvoir plaider justement en langue arabe, qui est donc la langue officielle voilà, donc, du royaume. Donc, à ce niveau-là, comme j'ai dit, serait-ce nécessaire de former les jeunes en langue arabe pour qu'ils puissent y accéder pour ceux qui veulent le faire par la suite. Sachant que pour la grande majorité, ils rentrent au pays pour pouvoir donc exercer leur métier au niveau du Sénégal, ce qui pose également certainement aussi un autre problème, c'est-à-dire au niveau de l'harmonisation des textes juridiques, souvent qui pose problème. Et je vois beaucoup d'étudiants jusqu'aujourd'hui qui ont alors ce problème-là, parce que pour certains qui creusent, ils font des recherches sur le droit, bien sûr, sénégalais, et donc souvent ils sont un peu perdus après leurs études et ne savent pas exactement où, vers quel champ aller. Mais ceux qui s'en sortent le plus, c'est ceux qui vont vers les droits bancaires, par exemple, ou bien les droits des sociétés, où là, l'exercice au Maroc se fait donc privé. En français. Voilà, le droit privé. Donc là, ils travaillent dans les cabinets, on les voit dans les banques, on les voit dans les entreprises, on les voit donc dans les sociétés d'une manière générale. Monsieur Babacar, je vous remercie pour votre présence, je vous remercie d'avoir pris partie à ce panel. Monsieur Ousmane aussi, je vous remercie à vous tous d'avoir suivi ce panel et je vous dis à très bientôt. Merci. Votre dernier mot, vous voulez peut-être faire un dernier mot, s'il vous plaît? Bon, juste comme dernier mot, dire que inciter la communauté à venir nous rejoindre, nous qui sommes au niveau de l'association, parce que... De me prêter au jeu aujourd'hui. Tu m'as sollicité, je réponds toujours présente. Merci à toi, cher aîné, et aussi à Abdou Dieng, que je ne vois pas dans la salle. Je m'appelle Milka Lafortune, je suis originaire du pays de Samuel Eto'o ou de Francis Ngannou, arrivée tout droit du Canada. Et ça va faire que quelques années que je suis dans l'accompagnement des talents. Donc, je suis recruteuse dans les firmes technologiques. Et c'était important pour moi de venir un peu laisser ma petite pierre à l'édifice pour l'accompagnement et le développement des femmes en matière de compétences numériques.
Merci Régis. Merci. Donc, on va écouter notre tata, Madame Montey. Bonjour Régis, bonjour ABS et bonjour Abdou. Nous sommes très fiers de cette invitation, une sollicitation qui a duré 2 ans. En effet. Et beaucoup de travail qui avait juste fait que j'attendais cette petite pré-retraite pour pouvoir entrer dans ce type d'activité. Et je suis très fière d'être en votre présence à côté de co-panélistes si jeunes. Merci. Et si énergiques. Je suis Elisabeth Montey. Je quitte dans quelques petits jours le gouvernement du Sénégal, que j'ai intégré depuis 2004 à la suite d'une carrière dans les ONG, USAID, où le développement m'a happé. Je venais tout droit du capitalisme, donc de AstraZeneca, et je suis entrée dans le développement. J'ai rencontré les femmes. Et cette catégorie de Sénégalaises qui m'a poussée à tout laisser pour entrer dans le développement et plus tard dans le gouvernement. Pourquoi dans le gouvernement? Parce que tout ce qu'on a dit depuis ce matin, j'écoute, mais vraiment attentivement. J'ai énormément appris du panel qui vient de finir. Et les femmes, c'est important. Donc, quand on me dit de venir faire une co-animation sur ce sujet, je m'en réjouis pour la simple raison que depuis quelques petits mois, je suis la présidente de l'antenne sénégalaise du African Women Network qui vise à rassembler 1000 femmes africaines pour lifter 1000 jeunes femmes africaines. Donc, je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Merci. Merci notre tata. Nous avons été téméraires pour vous avoir ici. Et il est important de noter qu'aujourd'hui, l'Afrique étant à la croisée des chemins, qu'on puisse assister à ce genre d'événement, à un panel entre la génération des seniors et la génération des jeunes, pour que le passage de témoins puisse être fait de façon que ça corrèle avec nos cultures et nos valeurs sur le continent. Merci d'être là encore une fois. Donc nous allons laisser la parole à Falilou, donc pour qu'il se présente. Bonjour à tous. Donc moi je mélange un sentiment de fierté d'être devant, je ne vais pas dire nos aînés, parce que M. Diop en face de moi peut être un papa pour moi et Mme Nafi, ou peut-être 10 ans ou 12 ans en arrière, on était de l'autre côté en train de les contempler et puis de vouloir devenir comme eux. Donc moi je suis Falilou Fall, je suis Business Unit Manager chez Intelsia IT Solutions et je gère le département R&D. C'est-à-dire que moi je gère un département qui fait la recherche et développement. C'est-à-dire que si l'entreprise parvient à se distinguer par rapport aux autres entreprises, qui est une entreprise d'externalisation IT, c'est grâce à ce département-là. Donc, mes domaines d'expertise aujourd'hui, c'est à travers la cybersécurité, à travers le cloud, la data et l'intelligence artificielle. Donc, moi, spécialement, je le disais à Régis, parce que j'avoue que ça fait pas mal de temps où il voulait qu'on puisse faire ce genre d'échange et que, entre guillemets, je refusais, parce que chaque fois, je lui disais que je n'ai même pas encore 40 ans, donc il me faut encore apprendre. Mais aujourd'hui, je suis là plus pour montrer en tant que... Donc là, je vais prendre juste la casquette de l'expert en intelligence artificielle. Donc je vais un peu écarter cette partie de cybersécurité, de cloud ou bien de data et tout. Et là, je veux qu'on sorte de la salle avec des outils concrets, des pratiques concrètes. Comment l'IA peut révolutionner la partie entrepreneuriat et la digitalisation. Donc, mon intervention sera axée sur ça. Et je pense que ceux qui me suivent peut-être sur LinkedIn voient qu'on accompagne pas mal d'entreprises dans ce secteur-là. D'autant plus que avant-hier et hier, j'étais au niveau du salon Africa IT Meeting où on avait les grosses pointures de ce domaine-là. Donc c'est à peu près aujourd'hui ce qui me fait venir ici et puis de partager et d'apprendre aussi de mes co-panélistes que je remercie. Donc je reconnais Mika ou
partage pas mal de choses. Et puis, en tout cas, ça fait plaisir de voir certains visages. Et puis, on verra au cours du débat. Merci. Très bien. Donc, merci Falilou. Tout de suite, on va passer la parole à Madame Monté avec la toute première question. Donc, vous pourriez aussi parler un peu de votre parcours et puis répondre à la question. Donc, quels sont pour vous, Madame, les principaux défis auxquels sont confrontées les femmes entrepreneurs en Afrique dans un contexte de transformation digitale? Allez-y, c'est bon. Ok. Merci, Régis. Transformation est un mot accessible pour la femme sénégalaise parce que nous transformons. Tout le monde associe l'entrepreneur sénégalaise à la transformation. Guédier, tout feu, produits maraîchers, produits agricoles. La femme sénégalaise est une transformatrice. Et aujourd'hui, vous voulez les transformer dans leur mode d'entreprendre, dans leur mode de vendre et dans leur mode d'avoir accès justement à ces produits. Parce qu'en général, on ne parle jamais de la notaire, Aïda Diagne Diawara comme chef d'entreprise. On parle de Anta Babacar plus comme une candidate à la présidentielle, la directrice héritière d'une entreprise traditionnelle qui a été transformée pendant des années pour qu'elle en devienne la directrice qu'on connaît aujourd'hui. On ne parle pas du tout de la médecin-chef de clinique, on ne parle pas de la générale qui gère l'hôpital principal de Dakar comme une grande chef d'entreprise. Nous parlons surtout de la femme transformatrice parce que nous voulons contenir, et il l'a dit tout à l'heure, nous aimons nous contenir nous-mêmes. Nous avons contenu les femmes africaines dans le petit entrepreneuriat. La magie du numérique est arrivée et nous espérons que les opportunités seront saisies. Combien aujourd'hui de sites de vente en ligne connaissez-vous et qui vous ont fait découvrir des produits qui ont 50 ans, des produits qui ont 60 ans, des produits qui ont évolué et qui sont arrivés devant vous grâce à la magie donc du digital. L'Afrique doit profiter du digital et nous devons plus mettre entre les mains des femmes entrepreneurs africaines des outils dont elles ont besoin. Régis, tu me permettras de partager une expérience et de baser sur cette expérience une conviction profonde. On ne développe un outil que quand on connaît le destinataire, quand on connaît profondément le destinataire de l'outil. J'étais devant ma télé 2006-2007. Le président Abdoulaye Wade, dont je respecte beaucoup les idées parce que c'était un grand rêveur. J'adore les rêveurs. Je regarde les dessins animés parce que c'est de grands rêves. Et le président Abdoulaye Wade parlait du cybercase. Lui-même, quand il en parlait, il parlait plus d'un titre et d'un projet architectural. L'intérieur du cybercase, il ne nous disait jamais ce qu'il y avait dedans. Puis un jour, je me suis dit, bon, ok, je vais aller quand même poser la question à la présidence et demander ce qu'est un cybercase, parce que j'étais chef d'entreprise d'une PME IT qui installait pour l'USAID 700 classes informatiques à travers le Sénégal. Je suis allée rencontrer le conseiller technique en TIC du président de la République, un jeune à l'époque de 26 ou 27 ans, qui remplaçait une éminence grise qui s'appelait Thierno Ousmane. Et je lui dis, qu'est-ce qu'il y a dans le cybercase? Il me dit, vous voulez qu'on aille le voir? J'ai compris qu'il n'avait rien mis dans le cybercase. Je suis arrivée dans cet espace à Popenguine. Moi, le village de Ndayan m'est familier. Popenguine, il y a la maison de ma grand-mère et homonyme. Et j'arrive dans cet espace, c'est une case avec un super beau parvis, le palais de la République à côté et rien dedans.
absolument rien. Aucune personne, aucun élément. Et j'ai mis autour de moi des femmes très jeunes. Aujourd'hui, Assa Jeanne est la directrice des TIC du Sénégal. Elle a bien mûri. Idalina Rodriguez est à Performance. Et ces jeunes dames ont mis entre mes mains un outil magnifique. Et je pense qu'à ce jour, il n'y en a pas deux. C'est le seul outil que j'ai connu qui enseigne l'informatique et l'alphabétisation en Wolof. Elles ont développé un outil qui parle Wolof et qui dit à n'importe quelle femme non alphabétisée, ça c'est la souris, c'est comme ça qu'on clique, c'est comme ça qu'on entre dans Google et c'est comme ça qu'on fait une recherche en Wolof dans Google. Il manquait quoi quand on parle de digital, quand on a un logiciel et une case vide? On a posé 35 clients légers sur fonds propres et on a demandé à la présidence, mais au moins recruter quelqu'un. Et on va voir ce qu'on va en faire. Et les femmes environnantes de Dias à Popenguine sont venues apprendre l'informatique et le français sur cette plateforme. On est en 2025. La femme la plus dynamique avec laquelle j'ai travaillé sur ce sujet est aujourd'hui au paradis, je prie pour son âme, Mère Tchao. Est-ce que cet outil, les femmes de cette zone en avaient besoin? Était-ce l'outil dont elles avaient le plus besoin pour leur business? Est-ce que cet outil a participé à les aider à vendre? Est-ce que cet outil a participé à transformer leur entreprise? Et pour moi, c'est la bonne question. Comment le digital participe-t-il réellement à la transformation de l'entreprise sénégalaise? Merci. Merci pour cette belle intervention. Donc, sans transition, effectivement, donc, il y avait un espace, il y avait des machines, mais il manquait cette touche, il manquait l'humain. Donc l'humain a pu connecter l'espace à la machine pour transformer cet endroit et le mettre au profit des femmes qui, à leur tour, ont pu toucher des choses, ont pu entreprendre et transformer aussi leur vie et leur quotidien. Donc, sans transition, nous allons passer la parole à Milka Lafortune, qui est chasseur de talent dans l'IT. Donc, pouvez-vous effectivement nous dire quelles sont les opportunités offertes par le numérique aujourd'hui pour développer l'entrepreneuriat féminin en Afrique? Avant de parler d'opportunités, Régis, j'aimerais revenir sur les défis que Natata a énumérés. Je brasse la révolution pour notre génération aujourd'hui qui est déjà dans l'entrepreneuriat, qui connaît l'outil technologique. Une fois qu'on connaît le besoin adapté, nous, en tant que femmes, on est butés par rapport aux défis émotionnels et sociaux. On ne le dit pas assez, la femme est un être émotionnel. Et lorsqu'elle s'engage dans l'entrepreneuriat, il y a des statistiques qui montrent que, selon l'étude de McKinsey, 55% de femmes sont isolées une fois qu'elles ont passé de l'action à la réalisation. C'est vraiment un chiffre qui m'a émerveillée. Je me dis qu'on peut, je l'espère, mettre en place donc des opportunités qui répondraient à la question de pouvoir aider ces femmes-là une fois qu'elles sont dans le marché numérique. Je pense qu'en termes d'opportunités sur le plan du numérique, l'intelligence artificielle aujourd'hui, je l'utilise beaucoup et Falilou peut apporter des éléments de plus. L'intelligence artificielle permettra à ces femmes-là de faire des solutions adéquates et adaptées en fonction de leur local, d'augmenter leur productivité, mais aussi de beaucoup apprendre. C'est l'élément même qui manque aujourd'hui à la femme africaine, la compétence. Oui, on est des êtres transformatrices, mais comment est-ce qu'on arrive à pouvoir mettre cette compétence-là sur pied? On ne nous a pas beaucoup enseigné à l'école à utiliser un outil, à savoir communiquer, à savoir négocier, à savoir utiliser l'intelligence artificielle à de bon escient. Et je pense que les hommes, bien sûr, et les femmes devraient co-construire ensemble pour que ces compétences-là soient des opportunités en termes de numérique. Et je laisse la parole à Falilou qui pourrait peut-être mieux m'aiguiller sur ces outils-là. Donc, à travers tout ce que vous avez entendu là,
les exemples que vous avez dont vous avez pu faire la lecture. Aujourd'hui, avec cet élan ou cet avènement de l'intelligence artificielle, dont vous êtes expert dans le domaine, donc l'intelligence artificielle a tendance à faire peur. Donc la machine qui remplace l'humain, et on a tendance aussi à trouver beaucoup d'avantages dans cet outil. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concrètement qui peut donner une bonne foi, une impulsion à cet écosystème entrepreneurial féminin en Afrique pour pouvoir nous faire gagner du temps surtout, et puis nous faire aussi faire plus de connexion, d'interconnexion entre les entrepreneurs femmes africaines. Merci beaucoup Régis. Donc, je suis vraiment ébahi de ces interventions de Tata Monté et tout, même si elle n'aimerait pas qu'on l'appelle Tata. et Mika. En fait, donc aujourd'hui, je veux qu'on sorte de la salle pour lever un peu le mythe de l'intelligence artificielle. Donc, en fait, je vais commencer par le définir, et puis on rentre dans le fond du sujet, s'il va remplacer l'humain ou pas, parce qu'il y a beaucoup de débats. Donc, il faut savoir qu'une intelligence artificielle, c'est la capacité à une machine de prendre une décision via de l'algorithme et des données. Donc, quand je dis décision, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir lui demander où se trouve marché Médina, il vous le donne. Le fait de pouvoir analyser un texte. Le fait de pouvoir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le fait qu'il parle en Wolof, c'est du Hit Pitch Analytics qui permet de traduire l'entrée qu'il donne et le transformer en une autre langue que vous souhaitez. Donc aujourd'hui, c'est ça, on peut dire la définition de l'intelligence artificielle, on peut dire le plus bas. Maintenant, il y a deux choses. Il y a l'IA code. Quand je dis l'IA, c'est l'intelligence artificielle. Donc il y a l'IA code que nous faisons nous dans les entreprises, c'est-à-dire qu'on le produit, et il y a le no-code. Le no-code, c'est quoi? C'est les outils que vous voyez d'intelligence artificielle qu'on utilise. C'est-à-dire que, parce que pourquoi il est important? Par exemple, j'ai beaucoup d'amis qui me disent « Ouais, j'ai pas ton parcours, j'étais pas ingénieur, est-ce que je vais l'utiliser ?» Oui, le grand public qui aujourd'hui n'ont pas un background, on peut dire mathématique, parce que l'IA, c'est modèles. Et les modèles sont produits par de la mathématique, carrément. Donc, on peut utiliser la partie des outils de no-code. Maintenant, est-ce que l'IA va remplacer l'humain? Eh bien non. Parce que l'IA n'a pas la capacité d'avoir de l'empathie, ni d'émotion, ni de compassion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'IA ne peut pas sentir de l'empathie vis-à-vis de Régis ou bien de Tata Monté. Mais maintenant, il y a une chose que je vous dis. La personne ou bien les personnes qui vont utiliser l'IA vont dépasser les personnes qui ne vont pas l'utiliser. Ça, c'est clair. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on soit concret là-dessus. C'est qu'il ne va pas le remplacer, mais il va plutôt remplacer les tâches à faible valeur ajoutée. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut plus comprendre dans une entreprise où on va faire par exemple des saisies manuelles de factures ou bien de bons de commande, etc. On peut carrément l'automatiser via l'IA qui va le produire. Donc, sur ce côté-là, de le remplacer, comme j'ai dit, non, mais il faut rester la puce à l'oreille pour suivre la mouvance par rapport à l'intelligence artificielle. C'est ça. Maintenant, je vais revenir, quel est l'impact, comme j'ai dit, parce que moi, j'aime bien donner des exemples concrets, comme ça on peut nous tous en bénéficier. Je vais prendre l'exemple d'un commerçant. Le commerçant aujourd'hui, et je pense qu'il y a des entrepreneurs dans la salle, qu'est-ce qu'il fait? Il vend de la marchandise via Facebook, via WhatsApp, via Twitter ou bien via LinkedIn, whatever. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Au niveau du fin du mois, il va collecter tout ce qu'il a et avoir des bénéfices et augmenter, par exemple, son chiffre d'affaires pour essayer de vendre plus. Mais est-ce qu'il a pu savoir ou bien avoir l'information comme quoi ce chiffre d'affaires de 100 000 francs CFA, je l'ai eu grâce à des ventes de WhatsApp ou bien de Facebook, etc. Parce que tout le monde met le produit au niveau des statuts et va vendre plus. Maintenant, s'il avait tout simplement utilisé une IA, par exemple
moi même le noter si vous voulez, qu'on appelle Rescue Time. Il va lui permettre chaque semaine ou bien chaque mois de voir ce qu'il a généré comme chiffre d'affaires, il l'a eu grâce à quelle tendance. Comment ça va se passer? Il a les 100 000 et il va lui montrer que sur les 100 000, vous avez eu à interagir avec plusieurs personnes au niveau de Facebook, ou bien au niveau de WhatsApp, ou bien au niveau de LinkedIn, ou bien au niveau d'une autre plateforme. Ça veut dire que du coup, moi le commerçant X qui utilise un outil IA et le commerçant Y, pardon, qui n'utilise pas, j'aurai de l'avance sur lui. Parce que quand je vais voir que la tendance a basculé sur Facebook, je vais multiplier mes ventes sur Facebook. Donc du coup, le fait que j'utilise ces IA-là vont me permettre d'accélérer mon business. Autre chose, ça j'ai juste parlé sur la partie de tendance de vente, mais aujourd'hui, quand je développe un business, j'ai besoin d'avoir des clients. J'ai besoin d'avoir une Madame Monté ou bien la Tata qui va m'accompagner, acheter mes produits, ou bien Régis et tout. Mais des fois, on ne se soucie pas de ce que génère chaque client par rapport à mon business. Donc, il y a un autre outil IA qu'on appelle Tableau, vous pouvez aussi le noter ou bien le chercher, c'est gratuit, qui vous permet aujourd'hui de pouvoir non seulement avoir la tendance de vos clients, c'est-à-dire ça peut me dire que sur ce secteur d'activité-là, j'ai vendu telle ou telle personne, et sur telle ou telle personne, il évolue dans tel secteur qui a multiplié ma vente. Et ça, c'est important. Parce que si aujourd'hui, au niveau de mon business, l'outil Tableau me montre que les 85% de mes revendeurs sont des commerçants, donc je dois essayer de voir comment je vais captiver cette marge de population pour pouvoir augmenter mon chiffre d'affaires. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, que ce soit la digitalisation, que ce soit l'entrepreneuriat, quand vous utilisez effectivement ces intelligences artificielles no-code, comme j'ai dit, j'en ai donné juste 2 exemples, mais il y en a plusieurs, ça vous permet aujourd'hui de quantifier, de pouvoir voir le terrain. Et aussi, une chose très importante, il faut qu'on adopte ces outils-là. Aujourd'hui, je pense que tout le monde connaît ChatGPT, c'est ça? Tout le monde le connaît. Je vais juste faire la transition de ça et on pourra le continuer en masterclass. Il faut savoir que ChatGPT, jusque-là, quand vous l'utilisez, il vous met même en bas ChatGPT can make mistakes, survey any critical details. C'est-à-dire, il vous dit que les détails que je vous donne sont susceptibles d'avoir des erreurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une intelligence artificielle, pas forte, mais faible, parce qu'il y en a des forts et des faibles. Je ne vais pas vous embrouiller avec les termes techniques, mais un modèle qui a été entraîné pendant 6 ans. Donc aujourd'hui, c'est un modèle qui a été entraîné pendant 6 ans et beaucoup de personnes peut-être l'utilisent, mais ils ne l'utilisent pas de la bonne façon. C'est-à-dire que pour l'utiliser, il faut savoir prompter. Prompter, c'est le fait que vous allez lui demander quelque chose et qu'il vous répond de façon pertinente. Donc aujourd'hui, pourquoi je parle de ChatGPT? Parce que je sais que c'est la tendance et beaucoup de personnes te disaient que quand il va venir, il va remplacer certains métiers, mais non, il peut accompagner certains métiers. ChatGPT permet aujourd'hui d'avoir des métacompétences. Quand je dis métacompétences, ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, je ne suis pas un étudiant en droit comme M. Faye que je vois de loin, mais avec ChatGPT, je peux avoir le niveau moyen de compétences par rapport à un étudiant de droit. Donc ça veut dire que quand on l'utilise en bon essayant, on peut l'avoir. Parce que moi j'ai constaté que la majorité peut-être de notre frange de population, des fois ils ont peur de l'utiliser. Mais pour moi, sincèrement, il faut carrément l'adopter, ne pas peut-être en abuser. On peut utiliser les résultats, vraiment les peaufiner à fond pour l'utiliser. Et comme ça nous permet d'aller de l'avant avec ça. Parce que, comme je viens de le répéter, vraiment ça me tient à cœur. Et je le dis à tout mon entourage, l'humain qui va utiliser l'IA va dépasser l'humain qui ne l'utilise pas. Ok, déjà, bonjour à tous et à toutes. Je suis très honoré d'être présent auprès de vous. Voilà, je voulais également féliciter les Sénégal Business Awards, qui sont des jeunes qui se battent au quotidien pour essayer d'élever le débat en Afrique. C'est pas facile, mais j'ai vu un panel de qualité, des gens de qualité qui font à leur niveau évoluer la réflexion sur le continent africain. Donc voilà, je voulais vraiment
être présent à cette 5e édition, pour moi, c'était très, très important. Je remercie également Mosso, avec qui on travaille depuis plus de 10 ans et qui m'a convié à cet événement. En tout cas, je voulais vous féliciter, vous encourager et que vous continuez à faire évoluer les mentalités. Après, rapidement pour me présenter, moi je suis Diomonsi Camara, ancien international sénégalais. Le papa est sénégalais, la maman est française, donc j'ai eu à peu près 15 ans de carrière. J'ai commencé en France, vous l'avez dit, je suis né à Gennevilliers. Et ensuite, j'ai immigré du côté de l'Italie. J'ai joué 4 ans en Serie A avant de partir en Première Ligue. J'ai fait 10 ans à peu près. J'ai joué du côté de Fulham, j'ai joué du côté de Leicester. Je suis parti un petit peu en Écosse au Celtic avant d'aller ensuite en Turquie et finir ma carrière 1 an en Inde dans un championnat exotique. En tout cas, j'ai eu une assez belle carrière et la chose dont je suis le plus fier, c'est d'avoir joué pour l'équipe nationale du Sénégal très jeune. Là où moi j'ai été un binational à peine à l'âge de 20 ans, j'ai voulu défendre les couleurs du papa. Et donc j'ai eu à peu près une carrière de 10 ans. J'ai joué 3 Coupes d'Afrique. J'ai 60aine de sélections. Malheureusement, on n'a pas réussi, comme l'a dit le confrère, à gagner une Coupe d'Afrique. On a été un petit peu volé en 2006. Mais nos petits frères nous ont vengés face à l'Égypte et on a été champion d'Afrique. Donc voilà, pour résumer un petit peu ma carrière. Voilà, vous avez fait une brillante carrière, effectivement. Donc, nous avons vu que l'après-carrière, vous avez été aussi dans la presse, Canal+, RMC, donc avec vraiment une très très bonne maîtrise du football africain, dont vous êtes l'ambassadeur d'ailleurs, et que aujourd'hui, en termes de préparation de pré-carrière, on voit que beaucoup de joueurs, de professionnels, après leur carrière, pêchent à ce niveau en termes financiers, en termes de gestion aussi de l'après-carrière. Quand est-ce que vous est venue l'idée de préparer votre carrière? Parce que vous êtes un success story dans ce domaine. Oui, après, je pense que très important en tant que sportif, c'est de vivre dans le présent. On dit beaucoup, il faut préparer l'après-carrière, mais en réalité, l'après-carrière, on ne sait jamais quand elle va finir. On sait que la carrière d'un sportif de haut niveau, c'est entre 10 à 15 ans, vous commencez vers les coups de 20 ans et vous arrêtez, si tout va bien, à 35 ans, si vous n'avez pas de blessure. Donc c'est vrai que le footballeur commence à avoir une pensée d'après-carrière vers les environs de 30 ans. Mais c'est vrai qu'on appelle ça un peu la petite mort. Il y a beaucoup de sportifs qui ont du mal à faire le lien après avoir été quelqu'un de haut niveau et avoir gagné beaucoup d'argent. Moi, je pense que la structure qui est très importante, c'est de bien s'entourer. Et avoir une bonne femme. Moi, j'ai mon épouse qui est venue avec moi aujourd'hui. Et tout à l'heure, on plébiscitait un petit peu la femme en tant que chef d'entreprise. Et je pense que voilà, lorsque vous êtes un sportif, vous gagnez beaucoup d'argent, vous êtes entre guillemets un petit chef d'entreprise et c'est important de bien s'entourer. Moi, j'ai rencontré mon époux, j'avais 20 ans, ça fait plus de 20 ans qu'on est ensemble et on a vraiment construit notre patrimoine en partant de tout en bas, en arrivant tout en haut et je pense que ça, c'est une des clés de la réussite. L'intervention et la question, je vais répondre tout d'abord en parlant du politique. Je pense qu'on a beaucoup trop longtemps attendu les politiques pour pouvoir avancer. Je pense que si vous pouvez regarder aujourd'hui du côté du Sénégal, si vous regardez les centres de formation, ce sont les privés qui font qu'aujourd'hui le Sénégal avance. Si vous regardez l'exemple Génération Foot, c'est Madi Touré qui a créé sûrement une des meilleures académies en Afrique et il n'a pas attendu l'État parce que si on attend l'État, très souvent on va être en retard. Il faut au contraire démontrer que nous on est capable de faire des choses et après l'État s'il l'accompagne, tant mieux, s'il l'accompagne pas, il faut continuer à avancer. On parlait tout à l'heure du développement du sport en Afrique. On sait que le PIB du sport sur le continent est seulement de 0,5 contre 5% au niveau mondial. Ça veut dire qu'on n'a pas une vision politique sur le développement du sport. Donc si on attend les politiques, on n'ira nulle part. Après, sur mon cas personnel, moi j'échange beaucoup avec les anciens internationaux. Je suis très lié à eux, que ce soit Eladji Diouf, Kalilou Fadiga, Amdi Faye, Henri Camara. Mais tout le monde n'a pas envie d'investir dans le même secteur d'activité. Moi je suis très proche également d'Aliou Cissé, donc il y en a qui vont investir
dans le sport, il y en a qui vont investir dans le management, il y en a qui vont être entraîneurs. Et il faut qu'on puisse nous diversifier et on ne va pas tous faire exactement la même chose. Mais ce n'est pas pour autant que je ne les implique pas, parce que je pense, comme une intervenante l'a dit plus tard, ou Régis l'a dit, tout seul on va loin, ensemble, tout seul on va vite et ensemble on va loin. Donc tout le monde est impliqué, même si on n'a pas besoin de citer leur nom pour qu'on soit plus fort demain. Merci. Monsieur Camara, je ne peux pas avoir cette occasion et ne pas vous poser cette question. Je me la pose depuis très longtemps. Comment on se sent, c'est moi. Comment on se sent quand on est coté? C'est-à-dire, je suis toujours choquée personnellement quand j'entends le footballeur est sur le marché. Le footballeur a été prêté. Le footballeur est l'objet d'une négociation entre deux capitalistes. Comment on se sent comment on fait pour ne pas être une marchandise, justement? Rester Diomansy Kamara, rester talentueux et se dire je ne suis pas une marchandise, j'ai une démarche propre. Oui, c'est une très bonne question. Après, on sait que le footballeur, entre guillemets, c'est un produit. Il y a des transferts, on vous vend, on vous achète, on vous prête, mais après, c'est des termes qui font partie du milieu du sport, mais ce n'est pas juste spécifique au football. C'est exactement la même chose dans le basket et dans tous les sports communs. Donc après, rester les pieds sur terre, c'est vrai qu'il y a des chiffres qui font halluciner, surtout aujourd'hui avec la réalité du marché actuel. Mais je pense que ça, ce n'est pas quelque chose qui impute à la personne, ce n'est pas quelque chose qui nous dérange, parce qu'en fait, c'est des termes qui sont communs et voilà, même si c'est vrai qu'il y a une réalité dans le football qui aujourd'hui, les prix sont devenus complètement exorbitants et peut-être même hors sol pour le commun des mortels. J'ai le micro. Merci beaucoup Régis, merci Monsieur Camara de nous honorer de votre présence à cet événement. C'est Nafingom, familièrement on m'appelle Tata Nafi, 30 ans au Maroc, ancienne sportive internationale de handball. Et mon intervention ou ma suggestion, c'était, comme vous le savez, le football, c'est le sport roi. Donc, en général, les footballeurs, vous arrivez à tirer, en tout cas les professionnels arrivent à tirer leurs épingles du jeu. Par contre, il y a d'autres disciplines sportives où les anciens sportifs souffrent énormément. Donc la suggestion ou bien l'idée, c'est pourquoi ne pas créer une fondation d'anciens sportifs qui ont pu faire de belles carrières et qui sont arrivés quand même à gérer leur après-carrière pour que ce que vous mettez dans cette fondation puisse aider les anciens sportifs des autres disciplines sportives. Parce que tout le temps, c'est des appels à dons, à contributions pour des maladies, pour des... Vraiment, ils ont rendu service, ils ont défendu le maillot national, mais à la fin de leur vie ou à un moment donné de leur vie, ils font pitié. Donc cette solidarité sportive, si ça pouvait être mis en exergue à travers une fondation, ce serait bien. Donc je lance le message, ce que vous pouvez en penser ou améliorer, ce serait la bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'intervention. Vous avez complètement raison. Après, c'est vrai que nous, on est dans un secteur d'activité bien défini qui est le football. Mais regardez, par exemple, pour les Jeux Olympiques, on a vu beaucoup d'athlètes sénégalais qui ne pouvaient même pas se payer le voyage ou qui ne pouvaient pas amener leurs entraîneurs. Mais après, dans le football, c'est vrai qu'il y a une partie de l'iceberg où tout le monde se dit qu'aujourd'hui, ils gagnent très bien leur vie. Mais si on veut prendre, par exemple, le cas spécifique du Sénégal, on dit que le football est professionnel, mais les joueurs sur le continent ne peuvent même pas joindre les deux bouts. Pour moi, un sportif qui gagne 80 ou 100 000 francs CFA, il n'est pas professionnel. Quelqu'un qui ne peut pas se payer son appartement, qui ne peut pas venir à l'entraînement avec sa voiture. Donc je pense qu'on doit déjà, nous les anciens sportifs, avoir une réflexion sur comment augmenter les standards sur le continent africain, notamment sur le Sénégal, l'Afrique noire, parce qu'ici on est au Maroc.
Le Maroc, ils ont un modèle de gestion qui est juste extraordinaire, que ce soit dans les infrastructures, dans le fait de pouvoir donner des salaires importants sur les joueurs qui sont dans le championnat local. Vous voyez même Baignan, qui est un ancien international sénégalais, on l'a fait venir du côté du Maghreb. Donc vous avez complètement raison, c'est quelque chose que moi j'essaie de réfléchir, peut-être de créer une fondation pour donner des bourses à des anciens sportifs ou même des disciplines qui ont envie de grandir. Mais il faut aussi qu'on puisse essayer d'aider les footballeurs qui soient sur le continent à qu'ils puissent rester ici, être formés ici et avoir des salaires décents. Salam alaikum, c'est Abdou Dien, DG ABS Events, initiateur des Senegalese Business Awards. Au cours des 6 années, depuis 2018 et des 4 éditions passées, en 2020, on n'a pas pu faire une édition à cause de Covid. Donc au cours des 4 éditions et les 6 années passées avec l'équipe, une équipe dynamique. Donc je profite de l'occasion pour les remercier. Régis Dabo qui est avec nous depuis le début, Omar Sarr, Ourey Sarr qui nous a rejoint en 2019, Mama Touré qui nous a rejoint en 2021 et Falilou Fall. Donc c'est une équipe très dynamique. Donc nous avons eu à partager beaucoup de choses. Donc l'expérience des Senegalese Business Awards nous ont permis de rencontrer des entrepreneurs sénégalais qui sont dans tous les domaines, allant de l'élevage, l'agriculture, au numérique. Donc toute la chaîne des valeurs, les Sénégalais sont présents ici au Maroc. Et ça nous a inspiré. Ça nous a donné aussi le courage de continuer à les promouvoir. Côté anecdote, on peut dire qu'il y en a eu beaucoup. Donc la plus récente, en 4e édition, donc le jour de l'événement, le jour de la masterclass, c'était un vendredi, je me rappelle très bien. Donc moi, en tant que DG de ABS, moi qui devrais faire le discours d'ouverture, la pression était tellement élevée, beaucoup de pression, à un point que je me suis dit, bon, j'abandonne, j'ai dit à l'équipe, j'ai appelé Oreille, je lui ai dit, bon, moi je rentre chez moi, trouvez quelqu'un d'autre pour faire votre discours. Et elle, sa réaction aussi a été très virulente. Elle m'a dit, si tu ne viens pas, moi aussi je rentre chez moi. Elle est sortie de l'hôtel, elle a pris son tram et elle est partie chez elle. Donc c'est juste pour vous dire que la pression, parfois, ça peut nous monter sur la tête. Heureusement que nous avons eu des épouses qui sont compréhensives, sincèrement, qui nous ont bien compris et qui nous ont beaucoup soutenus. Donc j'en profite pour les remercier. Donc merci beaucoup à vous, nos braves femmes. Bonjour, c'est Madame Dien Ourey Sarr, membre de l'équipe ABS Events. J'ai intégré l'équipe en 2019 quand j'ai fait connaissance du président Monsieur Dien Abdou. Bon, quand j'ai intégré l'équipe, on a commencé à travailler et vraiment j'ai beaucoup apprécié que ce soit le président lui-même et Omar, Régis, Mama et tous les membres. Ce qui m'a le plus marqué et qui a fait que j'ai intégré l'équipe est que l'idée est vraiment très noble. Parce qu'aujourd'hui, si on parle des Sénégalais au Maroc, à chaque fois, on a tendance à penser à l'immigration clandestine ou bien à d'autres choses qui sont négatives. Or, il y a vraiment des Sénégalais qui représentent dignement le Sénégal ici au Maroc. Et j'en profite même pour vous raconter une anecdote. C'était lors des meetings, des panels plutôt, des panels le samedi. C'était en 2022. On a fait les préparatifs et tout, on a installé les invités et je suis montée au niveau de l'hôtel. On était logés à l'hôtel et quand j'étais montée, j'avais tellement mal à la tête que je me suis évanouie. Et Abdou m'a demandé de me reposer. Quand il est descendu, quelques instants, il s'est retourné et il m'a revu. Pour vous dire juste comment il nous pousse à travailler. Je me suis évanouie. Au lieu de rester au lit, j'ai préféré venir voir les invités et continuer aussi le travail. Bonjour à tous, je suis Sarr Oumar, membre du comité d'organisation des Senegalese Business Awards, SBA, et chargé du département financier, donc depuis 2018. Alors pour mes débuts à SBA, c'était très passionnant. Bon, nous, on avait déjà cette culture des événements, puisque l'initiateur, que ce soit l'initiateur ou bien les autres membres, nous tous avions été sollicités par le passé sur des événements des Sénégalais, par exemple au Maroc, que ce soit avec la casquette d'étudiant ou bien la casquette de... Alors, en termes de vécu,
ce statut. J'avais ni de contenu, j'avais pas préparé le sujet. Donc il fallait, parce qu'on a eu un modérateur qui nous a lâché à la dernière minute, donc il fallait sauver la situation. Et bon, il fallait se jeter à l'eau. Après, j'avoue que c'était une expérience quand même très bizarre parce que donc imaginez là, bon, je regardais plus la tête de mes comparses en fait, qui étaient de l'autre côté de la salle, qui me regardaient, mais bon, avec l'exclusivité, c'est Pape Babacar Wali Diop. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup qui connaissent ce nom. Certains disent Pape Diop, les autres disent Babacar. Bon, j'ai intégré ABS en 2018, lors de la première édition. Après, le concept, si c'est pour réunir la communauté sénégalaise, moi je suis avec toi. Donc, depuis lors, on a travaillé en 2018 lors de la première édition, jusqu'à maintenant, jusqu'à la 5e édition. Alhamdulillah, tout se passe bien. En tant que chargé de l'organisation, je dis que organiser, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est vraiment tout un tas de problèmes. Si on travaille en équipe, ça devient un peu plus léger. Côté sponsoring, tout ça, c'est des trucs vraiment très compliqués, mais alhamdulillah, bon, à chaque édition, on arrive à surmonter. Il y a toujours le stress, donc on voit que l'expérience commence à évoluer. Anecdote. Cet événement, c'était lors de la 4e édition. Bon, le lendemain, il y a une fille ivoirienne. J'imagine, toute la journée, elle est assise là-bas, elle attend que Kenya descende. Et jusqu'au soir, bon, il y a quelqu'un qui lui a demandé et il lui a dit que j'étais à Diop. Alors que vraiment, ça m'a vraiment fait rire. Il ne savait. Le coordinateur général des Senegalese Business Awards. Je suis certifié coach en développement personnel et bien entendu le fondateur de la méthode du chemin inverse. ABS Events, je l'ai intégré, que nous avons fait au Maroc avec énormément de difficultés et avec beaucoup de monde. Nous avons eu une perte plate. C'était très difficile. À un moment donné, c'était très difficile en termes d'énergie, en termes de temps. Donc, depuis la première édition, nous avons progressé. Donc, nous partons d'année en année et nous avons nos aînés ici qui nous accompagnent, qui nous conseillent, notamment Abdou Souley Diop, Badouba, président Abdoulaye Diop, Madame Fingom, le consulat, l'ambassade, donc qui nous accompagnent, qui sont toujours à nos côtés depuis la première édition. Et là aussi, nous avons progressé et nous sommes à la 5e édition. Pour la petite histoire, en fait, c'est lors de la première édition, on a fait une belle fête. On a reçu une enveloppe venant d'un de nos mécènes. Donc c'était comme une boîte de Pandore. On s'est mis autour de la table pour ouvrir cette enveloppe et compter de l'argent pour pouvoir honorer nos engagements. On comptait tellement sur ça. Et quand Abdou a ouvert l'enveloppe, quand on l'a compté, pendant 30 secondes, personne n'en parlait. Mais il y avait 1/10 de ce qu'on attendait. Et quelques minutes après, Abdou s'est évanoui. Donc c'est une histoire que je n'oublierai jamais parce qu'on avait tellement de pression et que au final, on a essayé de collecter ce qu'on avait pour pouvoir payer l'hôtel, ne serait-ce que pour pouvoir sortir nos affaires. On rend grâce à Dieu, parce que là maintenant, on va vers une maturité, on s'habitue de plus en plus et à chaque obstacle, on arrive à trouver une solution pour les Sénégalaises de Business Awards. 5 ans déjà, 5 ans seulement. En fait, dañoo nekk ci monde bi nga xam ne
l'entrepreneuriat féminin da ciy nekk sookul bi nga xam ni mooy waral réew yu bëri seen développement mën a dëgër ñun en Afrique ñu am ay jigéen yu nga xam ne mën nañu ce sont des entrepreneurs nés ñun dañoo remarqué ni suñuy jigéenu réew ba ñuy nekk de bas âge ba ñuy màgg ils ont cet esprit entrepreneurial dañuy gis ay xale yu jigéen yu jàngee wàcc dem jaayi ndox ñii dem jaayi leneen ñii dem jaayi leneen ñii dem créer leneen ci biir école bu ñuy jàngee sax di fa créer ay initiative donc esprit entrepreneurial boobu noonu ñu war kaa développer war kaa suuxat ba mun a nekk ñun tuy sookal de notre développement donc ñu gis nos gouvernants ñu ngi def ay efforts mais c'est pas suffisant nous les citoyens lambda on doit renforcer ça pour mu ñu permettre les entrepreneurs les investisseurs les pouvoirs publics mën a gën a sukkandiku si jigéen ñi pour renforcer l'économie d'un pays loolu moo tax tey Sénégalais Business Awards jël décision ne les femmes sénégalaises qui sont au Maroc nekk de braves entrepreneurs on va les rendre hommage jël thème bi tuddee ko l'entrepreneuriat féminin en Afrique mais ñu takkale ko ak digitalisation ndax le monde part vers la digitalisation monde bi fa la jëm actuellement dañ daan wax celui qui ne parle pas deux langues est un analphabète mais maintenant celui qui ne maîtrise pas l'IA celui qui ne maîtrise pas les réseaux sociaux mën nañu analphabète la donc entrepreneuriat bu jigéen ñooñu dafa war a sukkandiku ci loolu aussi pour moom mu gën a taxaw pour que tout le processus de développement d'un pays mun cee tegu mais le bilan de ces 5 ans bu ñu ko mënee def mooy Sénégalais Business Awards permettre na ñu repositionner l'image du Sénégal fii ci Maroc permettre na yeneen nationalités yu fi nekk suñu mbokk marocains yi joxaat beneen cër sénégalais yu nekk Maroc di fi def seen liggéey ci nu mu waree donc c'est un bilan positif et aujourd'hui wane na ko parce que la première édition mën nañ ni sénégalais du Maroc la woon mais actuellement waaw dafa nekk problème bi nga xam ne c'est existentiel problème bu am la problème de carte séjour ici au Maroc lu am la normalement sax selon la convention d'établissement bi ñoon célébrer 60 ans yi sénégalais warul sax normalement soxla carte séjour pour nekk au Maroc carte séjour c'est pour identifier pour mën a dénombrer ñaata sénégalais ñoo fi nekk mais pas une obligation pour que sénégalais nekk fii waru ko mën a nekk sauf que dëkk bu nekk ak ay réglementation am donc boo ñëwee ci réew da ngay régulariser wu loolu nekk benn contrainte bu métti sénégalais yi mënuñu ko am ñun association bi ñu ciy dox ay jéego muy ARCEREM bu association bu mag bi bu jiite sénégalais du Maroc yëpp boo xam ñun sax moo ñu ëmb donc mu ci dox ay jéego yu am solo di ci négocier ba ñu mën a yombal l'accession aux cartes séjour yooyu ci sénégalais yi c'est vrai am na ay contraintes am na ay discordance da ngay soxla carte séjour ñu laaj la un compte bancaire ngay wuti compte bancaire ñu laaj la carte séjour les deux xamuñu ban mooy jiitu moroomam nga soxla carte CNSS ñun la indi carte séjour nga dem di wuti carte séjour ñun la indi carte CNSS donc yooyu noonu état Sénégal war na ci mën a taxaw ndax discussion état la ba tax yombal yu genre boobu noonu mais de toute façon l'association mu ngi fi di accompagner les Sénégalais ba képp ku nekk ci benn difficulté rek muy xam carte séjour la moo xam kayit la moo xam juridique la l'association est toujours là pour toi. Pour être juste adéquate au thème. Est-ce que vous êtes prêts les gars? Are you ready now? Are you ready now les gars? On va chanter pour nos mamans. 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 Pull up that Jurulo fat Jurulo sànni ci kën ba Jurulo xoxatal ko ba mu génn kër ga tey nga na mu waree def nga ci moom yar ak diine tey nga na mu waree yaay def nga ci moom fulla ak jom be ku ko sendi ko doomo fi ku fi baax ñu ne doomu ñib la ku fi bon ñu ne doomu yaay la naw naa la yéene bi ma am ci yow su ma ko naree waa sama baat ci kaw ñépp di ma dégg yee manuma la bàyyi
ne Dakar fulla moo koy jaay fulla ak jom. ABS Events pour cette récompense, mais également à remercier l'ARCRM. Ceci n'est qu'un encouragement à nous mobiliser davantage en faveur de la communauté sénégalaise. Comme vous le savez, l'assistance est primordiale pour nous. La culture de l'assistance doit s'installer davantage, que ce soit l'assistance santé ou tout autre type d'assistance. Ce que nous confirmons et réitérons aujourd'hui à la communauté sénégalaise, c'est l'engagement de Maroc Assistance à leur côté. Maroc Assistance, c'est 50 ans d'existence au service des Marocains du monde. Aujourd'hui, ça serait au service des Africains du monde. Voilà. Merci à tous. Beaucoup merci à la communauté sénégalaise. Cheikh Anta Diop disait, lorsqu'il était en France à la fin de ses études, lorsqu'on lui a demandé ce qu'il comptait faire maintenant, il n'a pas hésité à répondre que je retourne définitivement en Afrique où une lourde tâche m'attend. À la limite de mes moyens, je participerai à la formation des futurs cadres. Alors nous sommes venus au Maroc à la recherche de nous-mêmes. Nous sommes venus au Maroc pour apprendre. Nous sommes venus au Maroc pour également chercher plus d'expérience. Aujourd'hui, on était venus en tant qu'étudiants. Nous sommes devenus directeurs d'une société. Nous avons appris à côté de grands hommes que je peux citer encore une fois. C'est le cas de M. Abdoulaye Diop, qui ne souhaite pas que je le cite parfois, mais en fait, je n'ai pas l'habitude de ne pas prendre la parole et de ne pas lui dire merci. Parce que tout simplement, il y a un proverbe wolof qui dit nit bu la defalee li mu la defal faaw nga wax ko ci biir nit ñi. Et quand on aime une personne pour son argent, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'intérêt. Quand on aime une personne pour sa connaissance, ce n'est pas de l'amour, c'est du profit. Mais quand on aime une personne sans savoir pourquoi, c'est cette relation intrinsèque qui me lie avec lui, M. Abdoulaye Diop. Alors, vous m'avez demandé de vous donner la signification du Sénégal. Le Sénégal que je prends pour un exemple parmi les pays de l'Afrique de l'Ouest, pour moi, donc chaque lettre qui compose ce mot a une signification spéciale. S, soyons unis, ce qui justifie notre puissance. E, écoutons le bruit doux de la forêt dense. G, N, n'oublions pas que le Sénégal est un pays de référence. E, écartons tout ce qui peut être source de dépendance. G, gardons notre dignité et notre appartenance. A, amenons la paix et la tolérance. Et L, limitons nos revendications et luttons pour une croissance. Parce que sama papa ji Abdou dañoo yàlla dafa dogal mu nekk suñu royuwaay ñu nekk xale ñu gis lu muy daj ci ñun lu muy daj ci njaboot yàlla may ko chance mu dem école de waaye fexe na ba ay doomam yëpp lu war a xam seen diine ak si àdduna taxaw na si musul bëgg doomam dara manqué ko damay faral di ko fàttali benn anecdote bu ndaw la moo tax suñu kër njëkk a am télévision dañoo dëkkoon Grand Médine kër gu ñuy jàkkaarloo fan daan seetaani télé chaque jour benn bis rek ñu dem fa seetaani télé ñu dàq ñu man ak sama grand frère dàq boobu metti ko mu ñëw mu ni waaye xanaa dema leen kër diw ñu ko papa dañu ñëw dàq fu mu toog la toog ngoor ngi bu muy ñëw muy ndaale télévision noir et blanc la maa ngi fàttaliku tegal ñu ko ci kër xamuñu nu mu def ba am ko xamuñu nu mu ko lijjantiwee mais njaboot tax na mu lijjanti ko teg ko ndax bëggul ko yëpp njabootam ñàkk yar boobu nag moo la def si ñun ba ñun tamit fu ñu dem dañu bëgg ko ñu yàpp parfois ñu ni ñu da nga gaaw mais wala dara mais dara loolu rek ci lu mu ñu teg ci diine teg ñu si xamal nañu principe mooy nit yoon bi nga tegu bu la wóoree ni si dëgg nga nekk bul nangu kenn ku la si dévier joxal cër say mag respectel say mag balaa ngaa def dara laajal ñi la féete mag lu ñu la si wax nga booleeg li nga xalaatoon def synthèse bi def li ngay def loolu la ñuy conseillé sax moom papa yal na yàlla guddal sa fan yal na la yàlla sàmm yal na yàlla taxawal
yal na yàlla dëgëral taxawaay bi amiin li may faral di ñaan rek yal na la fi yàlla bàyyi ba ngeen fekkee suñu njëriñ ndax yéene bi ëpp na ñi nga gis ñëpp nag ñooy la famille ñun fi ici au Maroc on est une famille. Doon ki nu doone na nga gëm fi nga bokk te bul wàcc yoon we jàmbaar léegi jàmbaar jooni booy jàmbaar ki jëppoon ne géej ci réew ñu war laa teral Sénégal mooy business ba awards papier ci xësal du ay fo gunge ngeen ndaw ñu bañ fekkoor rank topp mag rek ñëpp booloo carré naa cartonné neski bi yëpp lay basale gëm sama bopp bis duma dugg kenn tàkk sama fit boy Je me suis fait la place, on est là maintenant c'est la classe. Africa United c'est la base, la puissance, la vitesse. Ça manque pas de jouir à la tristesse. On maintient la cadence, on appuie la vitesse. Dommage que la tire auquel tu cesses. On est dans le business awards, écrit ton projet en words. Des kilos sur la bécane, classique mollo c'est qui ça déconne. Bés bu dellu si monnaie, dañ koy defaat. Ay jàmbaar ngeen gàcce ngalama. Yen mashallah, hey, yeah. It's been a long time. Nange door waare. Jàmm rek ngeen di am ci mim réew. Ase jàmm rek ngeen di am ci mim réew. Jàmm rek ngeen di am ci mim réew. Ase jàmm rek ngeen di am ci mim réew. Le chemin est long, la réussite est devant.